Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle, au cœur de son hôtel de ville, cœur battant, palpitant de la vie citoyenne de La Rochelle. Il y a quelques jours, La Rochelle commémorait la disparition de Marcel de Flandre, un résistant qui a donné son nom au stade Marcel de France, stade de rugby de La Rochelle. C'était l'occasion de soulever toute la mémoire résistante de cette ville qui a marqué l'histoire de France au moment de la dernière guerre mondiale, puisqu'elle fait partie des dernières poches libérées. 39, la guerre est déclarée. L'Allemand arrive. 23 juin 1940, il entre à La Rochelle. À partir de ce moment-là, de partout, ça résiste sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime. Mais comme toujours, il faut mettre bon ordre, il faut coordonner. Création d'un groupe Honneur et Patrie pour essayer de mettre un peu de l'ordre, en particulier dans l'envoi des informations. Succession d'événements ici à La Rochelle, compté par Marc Béraud. Marc, bonjour. Bonjour Denis. Heureux de vous retrouver. C'est vous qui avez soulevé l'histoire de Marcel de Flandre, qu'on n'aurait peut-être pas oublié, mais enfin en tout cas, on n'aurait pas été au rendez-vous de cet anniversaire. Et vous me disiez, mais il faudrait aussi qu'on parle de honneur et patrie. Honneur et patrie, c'est une tentative, enfin plus qu'une tentative, d'articulation, d'organisation des élans un petit peu spontanés de résistance dans un groupe plus structuré. Trois noms reviennent toujours sur honneur et patrie. C'est Léopold Robinet, c'est Bernard Grasset, c'est Raymond Boucher. Il y en a même un quatrième que vous allez me dire. C'est pas Bernard Grasset, c'est Edmond son père. C'est Edmond son père, et comme ils sont fusionnels dans le service de la République, ces deux-là. Edmond. Honneur et Patrie, c'était le nom d'une émission de la BBC. Ils se sont inspirés de ça. Qu'est-ce que ce groupe, Oui. piloté par qui, pour faire quoi? Et c'est aussi la devise de l'armée française. Donc le groupe, on peut dire qu'il y a quatre fondateurs. Bon, le premier initiateur, c'est Léopold de Robinet. On parlera de lui spécifiquement parce que c'est quelqu'un de complètement oublié, je crois, alors que c'est un type extraordinaire. Et donc Léopold Robinet, Edmond Grasset, le commandant Lisiac et Raymond Boucher. Pour moi, ce sont les quatre à fonder ce mouvement, qui n'est pas le seul mouvement de résistance de La Rochelle. Tu as le mouvement Alliance de Jean Godet, le patron des cognacs, et tu as aussi toute la résistance communiste, qui a déjà payé un lourd tribut. Annette Epo, elle est fusillée en 1942. Tu as eu le commandant Filleul aussi, qui a peut-être été le premier fusilier résistant de La Rochelle. Donc Honneur et Patrie naît très tôt, mais il va naître de façon un peu embryonnaire. Et il naît à partir, à mon avis, de deux réseaux. Parce que Léopold Robinet est un Rochelais plutôt récent, il ne fait pas partie du tout de l'establishment. Il est militant à la SFIO, militant socialiste, et je pense qu'il se sert de ce premier réseau pour élargir son groupe. Et Edmond Grasset, lui, est non seulement un militant SFIO, je crois qu'il est le délégué départemental de la SFIO, je crois qu'il appartient au Conseil national de la SFIO, il est élu d'opposition au Conseil municipal de La Rochelle, donc Edmond Grasset c'est déjà quelqu'un, et qui est déjà dans un réseau de résistance qui est le réseau Liberté Nord, qui est un réseau à connotation, disons, plutôt à gauche, quoi. Léopold Robinet, je reviens sur lui une seconde, on lui consacrera une émission un petit peu spécifique qui joue un rôle plus particulier. Oui, puis on le fera au bunker, parce qu'il y a un document au bunker qui évoque très bien Léopold Robinet. Mais on le fera quand le bunker ouvrira au mois de février. Alors, spontanément, les Français qui veulent servir la France, dès qu'ils voient des choses, dès qu'ils entendent des choses, il faut le répéter jusqu'à Londres, là-haut, en Angleterre. Comment s'est organisé l'enseignement et comment ça se structure cette fois-ci et pour faire quoi? Alors, si tu permets, je voudrais qu'on en revienne aux quatre fondateurs. Donc Edmond Grasset est aussi franc-maçon. Et il y a un autre personnage, Raymond Boucher, qui est aussi quelqu'un d'extraordinaire. C'est un instituteur qui enseigne tout à fait dans le sud du département. Et il est déchu il est socialiste, il est franc-maçon aussi, et il est déchu par le régime de Pétain qui l'envoie à La Rochelle dès 1940. Et le Raymond Boucher, bien qu'étant très marqué politiquement, il réussit à se faire embaucher à la base sous-marine de la Palisse. Un truc, je trouve, assez ahurissant. Il a une femme, Henriette, qui va l'aider considérablement. La femme de Robinet l'aide aussi énormément. Donc les femmes sont impliquées dans le mouvement, mais plutôt comme accompagnatrices des œuvres de leur mari. Et puis le quatrième membre fondateur, pour moi, c'est le commandant Lisiac. Le commandant Lisiac, c'est un voisin d'Edmond Grasset. Origine Angoulin, et Lisiac est déjà dans un mouvement de renseignement qui s'appelle Centaure. Parce que Honneur et Patrie, tu veux, naît principalement de ces quatre personnes à partir de leur réseau, et puis il va s'étendre, et puis progressivement,
fédérer des espèces de noyaux locaux, tu vois, ici à Jonzac, ici à tel endroit, et le mouvement va devenir départemental et s'articuler autour de ça. Plus on est gros, plus on est vulnérable, parce que plus les langues peuvent se délier à un moment, fût-ce au prix de la torture. Je pense que le groupe, en 1943, il est remarquablement bien structuré, mais il s'est beaucoup étendu donc, sur l'ensemble du département. Ils sont nombreux et ils privilégient, à mon avis, l'efficacité par rapport à la sécurité et ils ne sont pas assez cloisonnés. Donc les Allemands commencent un petit peu à les surveiller, d'autant plus qu'il y a au moins un agent double infiltré dans le truc. Donc ils sont très surveillés par les Allemands. Mais ils vont tomber à partir du moment où ils deviennent militairement dangereux, sachant que on est là en 1943, un moment où le mouvement est très très structuré, sous la houlette de Léopold de Robinet. Et on va arriver. 43, c'est très important. C'est le tournant de la guerre. C'est au début de l'année, il y a Stalingrad, les redditions allemandes, Montgomery qui a être Rommel au Proche-Orient, et puis tu as l'instauration du STO. Et donc tout ça va venir impacter durablement la guerre. Et à partir de 1943, on sent que le vent tourne. Le préfet va se barrer, d'ailleurs, le préfet vichiste quitte son poste carrément. Et c'est son secrétaire général, Désiré Arnaud, qui va remplir le rôle de préfet très, très, très bien, très convenablement, courageusement, jusqu'à la libération effective. Mais le vent tourne. Et puis, on commence à préparer la phase militaire. Donc on est en train d'armer la résistance et donc vont avoir lieu durant l'été 43 beaucoup de parachutage avec des parachutages d'armes, des parachutages extrêmement significatifs. Tu as des conteneurs entiers d'armes. Donc il y a 4 ou 5 parachutages réussis entre juillet et août 1943 et le mouvement va commencer, les Allemands vont commencer à le démanteler sur une période qui s'étale sur un mois et demi, à partir de septembre 1943. Est-ce qu'on sabote, Marc? On a quand même ici beaucoup de cheminots, hein, tout le sud, Bongraine, Tadon, etc. C'était des cheminots durs, âpres. Il y avait les chantiers Laval, c'était d'autres ouvriers, etc. On sabote, ils ont les savoir-faire, ils auraient pu. Alors, je pense que on dit que dans les mouvements de résistance, tu as le mouvement FTP, FTPF, la partie communiste. Je crois que les sabotages vont être beaucoup plus leur fait. Du côté Honneur et Patrie, les quelques sabotages qu'on connaît, c'est des sabotages un peu de lignes téléphoniques ou de courant électrique. Il n'y a pas de sabotage extrêmement significatif qu'on puisse imputer à Honneur et Patrie. Je crois qu'Honneur et Patrie, son rôle principal, c'est le renseignement. Et donc tu évoquais la structuration du renseignement. Le seul pays en Europe qui résiste à Hitler, c'est l'Angleterre. Donc tout se passe en Angleterre et tous les mouvements de résistance de tous les pays qui sont sous qu'on converge vers Londres, et Londres doit être extrêmement sélective dans la captation de ces renseignements. Donc il faut structurer le renseignement, et donc on demande à Honneur et Patrie de rejoindre un mouvement plus large qui est OCM. OCM, ça veut dire Organisation civile et militaire. De par leur affinité, les membres de Honneur et Patrie, les chefs fondateurs sont plutôt à gauche, et eux, ils penchent beaucoup plus pour travailler avec Liberté Nord, auquel appartient d'ailleurs Edmond Grasset. Donc un peu à contre-cœur, ils vont accepter la tutelle d'OCM. L'OCM, la grande région OCM est centrée sur Bordeaux, avec un responsable un peu douteux, mondain, enfin un truc un peu extravagant. Et en plus, c'est un mec d'extrême droite. Il est autant anticommuniste qu'anti-nazi. Donc toi, c'est pas tout à fait dans l'idéologie d'Edmond Grasset ou de Léopold Robinet. Alors il faut surveiller. Ils acceptent cette tutelle quand même, et les renseignements vont en grande partie transiter. Mais ce qui est extraordinaire dans le réseau de renseignement, j'ai dit que Raymond Boucher s'est débrouillé pour se faire engager la base sous-marine. Donc toi, il est en plus comme dessinateur, donc il peut transmettre des tas de renseignements. Il y a un Galliot aussi. Attends, Gaillot, c'est le dessinateur. Mais tu as un homme dont je suis en train d'oublier le nom, Victor Péchon. Alors, en plus, ça aurait été le premier arrêté quand les Allemands commencent. Victor Péchon, donc il est dans la section aviation, et il va se débrouiller pour être sur des vols qui vont longer la côte, donc il va repérer toutes les batteries. Donc toi, tu as les renseignements qui viennent de Raymond Boucher, de Victor Péchon, Marcel de Flandre à son bureau sur le port de la Palisse. Il détourne un peu de carburant d'ailleurs au profit de la résistance en plus.
Et dans le mouvement, il y a aussi Henri Gaillot, qui est un prof de dessin, qui est un dessinateur. Et donc, tous les renseignements qu'apporte l'aviateur, etc., sont recopiés au propre avant d'être transmis à Londres. Donc, ça, c'est un travail extrêmement soigné, extrêmement léché. Alors les gars sont quand même marqués à la culotte. La moitié de la France défend, l'autre moitié, bon, forcément, voilà, dénonce parfois. Il y a la police de Vichy, il y a la police qui dépend de la SS, la Gestapo. La Rochelle est sous emprise, La Rochelle est sous contrôle, La Rochelle est traquée. Alors, C'est police. pour savoir ce qui se passe à La Rochelle, il y a un document formidable, c'est le journal de Marcel Delafosse, puisque c'est l'histoire au jour le jour. Et bon, Marcel Delafosse dit, bon, il n'y a pas beaucoup de sabotage et de machin. Et les bruits courent en ville. Alors, il va dire qu'à partir de 1943, les Rochelais pensent que la victoire des Alliés est pour la fin de l'année. Parce qu'ils se trompent. Et puis, il va y avoir le bruit qui court, que les arrestations commencent et qu'il y a un procès, qu'il y a des fusillades, qu'il y a des fusillés, etc. Mais ça arrive par bribes. Et d'ailleurs, l'annonce du procès de Bordeaux et des 21 fusillés, c'est publié de façon ignoble dans les journaux par un petit communiqué dégueulasse qui se termine, il n'y a pas un nom dans le communiqué, ça se termine par l'exécution a déjà eu lieu. Oui, parce que ce qui n'a pas été dit encore à nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que gros coup de filet sur la résistance rochelaise à Niort, arrestation massive, jugement, exécution. Les arrestations, je crois, commencent le 13 septembre par 43, par l'arrestation de Victor Péchon, donc l'aviateur. Et puis les arrestations vont s'étaler jusque quasiment début novembre. Donc le mouvement d'arrestation est très 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 lent. Notre ami Marcel de Flandre, lui, c'est le 16 septembre qu'il est arrêté. Et alors, le bruit va se répandre en ville, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, etc. Mais le réseau va alerter progressivement. Donc, tu en as qui vont réussir à s'enfuir. Donc, tu as Edmond Grasset qui s'enfuit, qui va se planquer à Paris, où il reste extrêmement actif, il revient pour des réunions, etc. Et lui, Edmond Grasset, est fusillé par un milicien le 8 mai 1944 devant le siège clandestin de la SFIO à Paris. Et donc ces arrestations sont progressives. Et on en arrête une trentaine, 22 condamnés à mort. Ah oui, alors ils sont arrêtés. Non, on en arrête plutôt 80 à 90. Et donc ils sont emprisonnés pour les Rochelais à Lafond, d'autres à la prison de Rochefort, etc. Torturés à Lafond, torturés. Alors ils sont torturés. Ils sont torturés par une police allemande qui s'appelle SIPO SD. Mais enfin, qui va collaborer évidemment avec la Gestapo. Alors la SIPO SD pratique aussi la torture à haute dose. Et tout le mouvement va être démantelé. Tous les parachutages dont j'ai parlé avec les armes reçues et tout sont évidemment cachés. Et toutes les caches d'armes vont être révélées progressivement. Donc il y a évidemment des agents doubles dans le réseau. Mais comme les Allemands pratiquent énormément la torture, il y en a qui ont lâché quelques renseignements, c'est une évidence. Il y a un moment émouvant, c'est les échanges de lettres entre ceux qui savent qu'ils sont perdus, qui vont être condamnés, ceux qui ne savent pas encore, mais enfin bon, qui écrivent à leur famille. Et vous avez mis la main sur des vrais trésors à la fois de poésie, de tendresse. Le procès a lieu à Bordeaux, il y a 21 condamnations à mort prononcées, une par contumace qui est Edmond Grasset, puisqu'il a réussi à s'enfuir, et les 20 autres condamnés à mort sont fusillés, comme on l'a dit pour Marcel Lefebvre, le 11 janvier. Et alors, ils sont fusillés au camp de Souges, qui est un camp militaire de la proximité de Bordeaux. À proximité de Bordeaux. Et il y a un site que j'ai trouvé en cherchant qui s'appelle les fusillés du camp de Souges ou les fusillés de Souges. Ça se trouve facilement sur un moteur de recherche. Et sur ce site, il y a énormément de témoignages. Il y a une note très intéressante de Jean Matifas, qui n'est pas Honneur et Patrie, mais qui est une note manuscrite, enfin pas dactylographiée, qui est assez précise sur Honneur et Patrie, avec plein de noms, etc. Et sur ce site, il y a ce que moi je trouve un trésor un peu douloureux. Il y a 43 lettres de fusillés. C'est les dernières lettres qu'ils écrivent avant d'être fusillés. Donc la procédure se passe de la façon suivante. Toutes ces lettres ne sont pas toutes des lettres de membres d'Honneur et Patrie. Il y a 6 membres d'Honneur et Patrie dans le tas.
Mais la procédure se passe de la façon suivante. Après le procès, ils sont condamnés à mort. Ils introduisent un recours en grâce et on vient les trouver quelques jours après dans la cellule à 6 heures du matin. On leur dit votre recours en grâce est refusé. Et on vous fusille à 8 heures. Et on leur dit bon, vous avez le droit à une cigarette, la communion, l'extrême-onction, peut-être un verre de cognac, je ne sais pas. Et je dis ça parce qu'il y a une des lettres où il y a un type qui finit sa lettre en disant il est 7h30, il va être fusillé une demi-heure après, j'ai tout refusé, la cigarette, la communion, on sent le type révolté jusqu'au bout. Mais dans ces lettres, donc, il est établi qu'à partir de 1942, les Allemands acceptent qu'ils puissent écrire une dernière lettre à leurs proches, à condition qu'elle n'ait aucun contenu ni politique ni idéologique. Mais toi, alors ces lettres, bon, elles sont sur ce site, dont j'incite ceux qui s'intéressent à les lire, prenant des précautions, c'est quand même extrêmement émouvant, surtout quand on passe à celui qui l'écrit au moment où il l'écrit, et aussi à celui qui la reçoit. C'est souvent des femmes, c'est des épouses, c'est des mères, donc c'est extrêmement poignant. Mais il y a des lettres absolument extraordinaires. Le plus jeune avait 18 ans, Marc. Alors le plus jeune fusillé d'honneur et patrie s'appelle Christian Pellereau, il est de Tadon, il a 18 ans. Et alors il écrit, la lettre de Christian Pellereau, elle est dans les 43 lettres, et c'est évidemment une lettre extrêmement poignante. On ne va pas développer là-dessus. Poche de La Rochelle, on finit la guerre un petit peu plus tard que les autres, mais au moment de la libération, on souffle, c'est le 8 mai 45. Les lettres, je voudrais quand même en citer une, parce qu'on a commencé avec Marcel de Flandre et le rugby, et dans les lettres, il y en a une, je crois qu'il s'appelle Brochard, celui qui l'écrit. Donc il va être fusillé, mais il joue au rugby à Besançon, aux grandes capitales du rugby français, si on veut. Alors, il est dans un club qui s'appelle le RCBC, quelque chose comme ça, et il écrit à un de ses copains en disant voilà, je vais être fusillé, etc. J'espère que ce que j'ai fait va servir à quelque chose et tout. Et il dit voilà, il pense tout d'un coup au moment de bonheur qu'il a eu, et tous ces moments de bonheur sont rattachés au rugby. Alors il parle des copines, des copains du rugby, il cite quelques noms, etc. Je pensais à la chanson d'Yves Montand, à bicyclette avec Paulette, etc. Il y avait Roland, il y avait machin. Je pensais à ça, il rappelle un moment, ces grands moments de bonheur, et puis tout d'un coup la dernière phrase tombe, et il dit mon cher Henri, dis-toi bien que devant le peloton d'exécution, je vais me tenir aussi bien que sur un terrain de rugby. Et ça, c'est fabuleux. Le rugby est un sport qui tient beaucoup à ses valeurs, et là, voilà, il n'y a plus rien à dire derrière. Marc, je le disais, reddition des Allemands le 8 mai 45, La Rochelle libérée, avec quand même triste épisode en date, personnage légendaire désormais, on ne peut pas en parler, l'exécution de Léonce Vieljeux, maire de La Rochelle, tombé sous les balles des Allemands lui aussi. Alors, oui, on parle de Léonce Vieljeux juste ici. Là. Donc, quand les Allemands arrivent à La Rochelle, le 23 juin 1940, Léonce Vieljeux est maire. Il a déjà 75 ans ou 76 ans. Et un jeune officier rentre dans son bureau et lui dit affaler le drapeau français qui est ici, en haut, et hisser le drapeau nazi. Et Léonce Vieljeux refuse en disant écoutez, moi je suis colonel, j'ai pas d'ordre à recevoir d'un lieutenant. Et il lui dit je n'affalerai le drapeau que quand un homme au moins de mon rang viendra me le demander. Donc c'est le premier acte de résistance, le premier jour. Et alors ça se sait. L'exemple vient d'en haut. Oui, l'exemple vient d'en haut et ça se sait. Ça a une résonance formidable. Et bien évidemment, c'est un support moral à tous ceux qui vont s'engager dans la résistance. Inépuisable ce Marc Béraud. Voilà les amis, je ne voudrais pas qu'on se sépare sans citer deux choses. Un lieu, le bunker. Eh oui, le bunker. Il y a un musée de cette sombre partie de l'histoire de La Rochelle. Il est du côté du marché et il reconstitue un peu toute l'histoire de La Rochelle sous l'occupation. Et puis un homme, Jean-Luc Labour, qui a beaucoup œuvré aussi à rassembler toutes les énergies, les souvenirs, les mémoires, faire gratter les tiroirs. Il a rassemblé ça dans un certain nombre de documents. Je salue Jean-Luc Labour qui doit vraisemblablement nous regarder et puis je vous oriente vers le bunker. Voilà, on a tout dit, on a dit beaucoup, hein. On n'a pas tout dit. On a dit un peu. On a dit un peu. Merci à vous les amis de votre attention. On continue de fouiller La Rochelle, la belle, la rebelle, avec des personnages comme Marc Béraud. Je pense aussi à Jean-Louis Mahé que je salue et qui font vivre ces histoires pour vous, pour le plaisir de nous tous. À très très bientôt les amis.